Bien, alors il m'a coupé mon effet, Vincent, il est gentil, parce que le thème aujourd'hui, c'est la diversité. Sauf que moi, je vais vous dire que c'est plus le sujet aujourd'hui, la diversité. Le sujet, ce sont les diversités. Et pourquoi? Parce qu'en fait, elles s'opposent. Ah oui. Promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes, promouvoir des femmes à des postes de direction, dans des métiers masculins, mettre des hommes dans des métiers plutôt tenus par des femmes, parler et permettre à des gays, des lesbiennes et des trans d'être visibles sur le lieu de travail. Évidemment, ça tape face à ceux qui ont des convictions religieuses. Et là, je peux vous dire, pour les DRH, et Véronique le confirmerait, c'est un grand moment de solitude, y compris pour les dirigeants. Comment je gère cette équipe? C'est compliqué. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, si on reprend le top 10 de toutes les grandes organisations, que ce soit des entreprises privées, publiques, des syndicats, voire même des ONG, donc le top 10, les 10 dirigeants les plus hauts niveaux, il n'y a pas beaucoup de Noirs, pas beaucoup de Maghrébins, pas beaucoup d'Arabes, des homovisibles encore moins. Quant aux personnes en situation de handicap, moi je connais une personne qui a un handicap très lourd, qui est dirigeant, secrétaire général d'un grand groupe, mais c'est le seul, je ne connais pas d'autres. Je ne sais pas vous, mais moi je n'en connais pas. Alors finalement, qu'est-ce qu'on donne comme image à des jeunes qui sont dans la salle? Je ne vous vois pas parce que j'ai la lumière en plein dans la tronche, mais ce qu'on appelle nos milléniums. Il ne faut pas tellement s'étonner que ces jeunes préfèrent effectivement aller vers le monde des start-up, le monde de la nouvelle économie, parce que là, c'est le champ du possible. A priori, il n'y a rien qui est fermé. Tu bosses, tu as envie, tu es motivé, tu peux y arriver. Alors que même en faisant ça, dans une structure classique, eh bien, il y a des échelons à monter. Et on a aussi un autre paradoxe, c'est que finalement, les réseaux sociaux, qui nous permettent d'affirmer nos identités, nos convictions, qui finalement sont dans l'individualisation, puisque c'est binaire, c'est 1 ou 0, c'est je like ou je like pas. Je suis telle personne ou je ne la suis pas. Je demande à un tel ou un tel d'être ami ou je refuse d'être l'ami d'un tel ou un tel. Et finalement, je me crée une communauté d'intérêts dans laquelle je me sens bien. Mais comme les algorithmes des réseaux sociaux, ça vous pousse les posts et les tweets finalement des gens qui vous entourent, ben finalement, vous ne croisez que des propos de gens finalement qui sont relativement d'accord avec vous. Moi, j'ai fait le choix il y a quelques années. Pour ceux qui connaissent mon parcours associatif multiple, Vincent l'a rapidement dit, moi j'ai fait le choix d'aller tweeter et de suivre et demander à avoir pour amis des personnes qui sont très opposées à moi, que ce que je représente les dérange, véritablement, qui ont des opinions politiques totalement opposées à moi. Mais du coup, ça me permet d'avoir un regard et d'écouter et de lire des choses intéressantes. Ah, ça fait redescendre sur Terre. Là, le monde cool, on l'a pu. Mais en même temps, c'est sans doute le meilleur moyen. Parce que finalement, binaire 1 ou 0, il est où le 3? Est-ce qu'on peut raisonnablement vivre qu'entouré de gens qui nous ressemblent? Comment est-ce qu'on peut évoluer? Comment est-ce qu'on peut s'enrichir? Comment est-ce qu'on peut s'interroger ou se remettre en question si on ne croise que des gens qui nous ressemblent? Ça, c'est un enjeu. Pour tout le monde. Vous savez, vous comme moi, j'ai bien vous êtes très différents. Regardez-vous, des jeunes, des moins jeunes, des noirs, il y a peut-être certainement des homos, peut-être trans, j'en sais rien, mais vous êtes très différents. Et finalement, tous les uns et les autres, on a tous nos délits sale gueule. Parce qu'on est le produit de notre histoire, culture, milieu social, famille, origine, voire des convictions religieuses, politiques. Et du coup, c'est ça qui nous imprime. Et donc la difficulté, c'est de réussir à passer ça. Et moi, quand on me demande souvent, mais c'est quoi la diversité? Alors, je vais revenir au mot la diversité. Moi, j'en ai qu'une définition. C'est arrêter de se fier aux apparences. Et dans le cadre du monde du travail, parce que finalement, le travail est quelque chose de structurant et que globalement, les gens qui travaillent sont des consommateurs et clients. Les consommateurs, clients, citoyens sont aussi, enfin en tout cas, certains travaillent. Et dans cet environnement-là, à un moment donné, moi je fais le pari de l'intelligence. Le pari de se dire qu'on peut aller au-delà de ce qui nous structure et qui nous fait voir quelqu'un au premier abord de mauvaise manière, et de me dire, moi je me fais des claques de temps en temps. Catherine, arrête. Je me suis fait mon délit sale gueule personnel, même encore aujourd'hui, parce que j'ai jugé sur une personne par rapport aux propos qu'elle a pu tenir, par rapport à la posture qu'elle peut avoir. Et on a vite fait de déraper. Or, ce n'est pas jouable. Quand on est un être intelligent et pensant, quand on a la chance, en tout cas je parle pour la France, de vivre dans un pays malgré tout démocratique, moi je suis contente d'être une femme homosexuelle née à la fin du siècle dernier. Et de ne pas être née dans d'autres pays où la femme n'est pas l'égale de l'homme, où les homosexuels sont tabassés, mis en prison, voire plus. J'ai cette chance-là. Et en plus, je suis une senior. Maintenant, je cumule 3 discriminations. La chance, c'est que je suis blanche. En tout cas, en France, ça marche. C'est encore un point positif. Alors, quand il faut arrêter de se fier aux apparences, je pense qu'il faut aussi créer des liens. Véronique l'a dit tout à l'heure, et
ce qu'ont fait nos deux intervenants précédents le disent aussi. Pour déconstruire les stéréotypes, il faut s'obliger, il faut se mettre un peu en fragilité. À la Fondation FAS, plein de projets, plein de choses, 5300 entreprises qui bossent, qui agissent, dans toutes les structures. Il n'y a pas encore de club FAS au Havre, mais je suis sûre que ça ne va pas tarder. En tout cas, c'est un projet. Mais on a une initiative que j'ai connue il y a 5 ans quand je les ai rejoints, qui m'avait beaucoup marqué, qui s'appelle Un but pour l'emploi. Une bande de jeunes, des gamins, des quartiers, des cités, qui jouent au foot. Pour qui l'entreprise, c'est un gros mot. Pour qui l'école, bof bof. Et en fait, des gens d'entreprise ont dit, mais il faut qu'ils prennent conscience que ce qu'ils font pour le plaisir, ce qu'ils mettent en action pour jouer, ça peut servir dans l'entreprise. Ah oui, quand on joue au foot ou un sport collectif, quel qu'il soit, il faut s'entraîner, il faut suivre des règles, il faut travailler en équipe, il faut écouter le coach, ou l'entraîneur, ou l'entraîneuse, il faut avaler la défaite, il faut analyser les résultats. Honnêtement, c'est juste les choses de la vraie vie. Et ce qu'on a fait, soutenu par un programme européen, on a créé un certificat foot et compétences. Parce que finalement, les compétences cognitives qu'ils avaient développées pour faire un truc qui leur plaisait, on leur faisait prendre conscience qu'ils pouvaient faire la même chose dans le travail. Et bien sûr, on avait créé des liens avec les salariés d'entreprise, ils allaient dans l'entreprise, donc on les a fait découvrir ce monde-là. Et je peux vous dire qu'à la fin des promotions, les jeunes, ils avaient une autre idée d'entreprise, et les salariés les gamins des quartiers, ils faisaient un peu leur BA, et ils se sont rendus compte qu'une fois passé le premier abord, ces gamins qui avaient la niaque pour jouer, ils pourraient avoir envie de bosser. Et on a créé ensuite, après, la plateforme, le CV face à l'emploi, les CV vidéo, entre autres, d'abord pour des gamins issus des quartiers prioritaires, et de dire à un jeune, sur un format extrêmement court, de raconter ce qu'il est, puisqu'il n'a que des savoir-être, il n'a pas encore de savoir-faire. Puis beaucoup de ces gamins, ils n'ont pas de diplôme, donc ils n'ont pas de choses à raconter, quand le mot CV, ils ne le connaissent pas. En revanche, on a tous cette aptitude. Vous rencontrez quelqu'un, vous savez ce qu'il peut devenir. Donc c'est ce travail aussi de culture et d'acculturation des directeurs et des responsables de ressources humaines qu'on a fait. Alors il y a un autre point qui est important aussi, c'est que quand on discute dans le monde de l'entreprise, on parle beaucoup de la performance, de la force, du courage, etc. Et donc la performance, c'est l'opposé de la vulnérabilité. Mais la vulnérabilité, est-ce que c'est de la faiblesse? Nous avons un doctorant chez FAS qui travaille sur les questions de la théorie des ressources délaissées. Vous avez les ressources très productives, vous avez les ressources normales, les 3/4 des gens qui bossent, puis les ressources délaissées sont des personnes, on les a, puis il faut qu'on gère. Alors des personnes en situation de handicap, des personnes avec des maladies évolutives, pour qui on n'a pas la même projection en se disant qu'est-ce qu'on fait avec eux dans 5 ans, dans 10 ans, dont on pense effectivement que ça va être dur pour eux. Ah, tu comprends, on ne peut pas lui filer le job, il ne va pas tenir. Mais si vous saviez la somme d'énergie que mettent les personnes en situation de handicap d'abord, pour 80% d'entre eux, ils ne se rendent pas visibles sur le lieu de travail, donc ils donnent une énergie à faire semblant d'être comme les autres, pour être sûr qu'on ne pense pas qu'ils le sont. Un peu comme les homos d'ailleurs, où les 2/3 des homosexuels ne sont pas visibles, les lesbiennes, sur le lieu de travail par crainte de représailles. Vous vous rendez compte de cette énergie négative, mais qui finalement est une force, qui est une marque assez importante? Et bien tout ça, c'est ce qu'il faudra essayer effectivement de déconstruire. Alors, vraiment, on va passer maintenant au positif. C'est évident que si on veut aller vers l'intérêt général, il faut sortir de l'individualisme. C'est évident que quand on veut commencer à parler de bien-être, et tout le monde est très demandeur, surtout les générations, mon bien-être au travail. Mais mon bien-être, il n'est pas possible s'il n'y a pas le bien-être des autres. Et pour qu'il y ait le bien-être des autres qui sont différents de moi, il faut que j'accepte, et qu'ils acceptent, que nous soyons différents. Peut-être définitivement opposés, peut-être effectivement on ne sera jamais copains, on ne pourra jamais échanger, mais au moins d'accepter l'autre. Et ce qui va sous-entendre, à un moment donné, de pousser les curseurs. Il va falloir que nous, les porteurs, que ce soit femmes, homos, noirs, arabes, asiatiques, porteurs effectivement d'un critère dit discriminant, que l'on accepte de faire un effort vers l'autre. Enfin, il faut qu'on l'accepte. Moi, je l'accepte et je passe mon temps à faire ça. Mais je dis que c'est vraiment l'enjeu. Pour vous, dans la salle, je pense qu'une grande partie peut être concernée par ce que je viens de dire. De faire l'effort d'accepter que l'autre soit différent et d'accepter de le fréquenter. Ne serait-ce que pour tenir au moins un environnement, un pari du vivre ensemble, un espace de cohésion au moins dans le monde du travail. C'est vrai que dans la société, on peut toujours déménager, ses potes, on les choisit, l'école, on n'a pas toujours le choix, et le travail non plus. Donc au moins, dans ces deux espaces-là, il faut qu'il y ait un pas qui soit fait et ne pas commencer dans la négation de l'autre. Et je voudrais juste finir et conclure en disant il y a un gros défaut en France, c'est qu'on a inventé un mot qui s'appelle le communautarisme. Il n'y a pas son équivalent anglo-saxon.
La communauté, community, les hispanos, African Americans, les LGBT, les asiatiques, ces communautés existent dans les pays anglo-saxons, mais il n'y a pas d'équivalent communautarisme. C'est un mot qui a été créé en France par des gens qui se plaignaient que des personnes ayant un centre d'intérêt ou le même mode de fonctionnement se retrouvent ensemble. Bah oui, mais si tu me rejettes, moi t'es gentil, moi je vis ma vie, au moins dans des gens auprès des gens avec qui je me sentir bien et à l'aise. Donc pour sortir de ça, et c'est pour ça que les décisions, et tout le débat, je finirai juste là-dessus, tout le débat sur le mariage étant du couple de même sexe, était un débat qui était un débat d'arrière-garde par rapport à la réalité de la société, mais un vrai débat important aussi, qui était nécessaire pour des personnes qui avaient du mal à se projeter au regard de leurs convictions personnelles. Mais certains avaient dit, mais pourquoi faire un mariage spécifique pour les gays? Mais non, ce n'est pas l'objet. Ne commençons pas à enfermer les gens dans des communautés. C'est finalement ceux qui font ça qui poussent au communautarisme. Ce ne sont pas les personnes de la communauté qui sont là-dedans. Et je pense fondamentalement, et en tout cas, c'est ma conviction, et je le vois, ça produit des effets, c'est sans doute aux hommes de défendre les femmes, c'est sans doute aux blancs de défendre les noirs, sans doute aux hétéros de défendre les homos, aux homos de défendre les arabes. Et à mon avis, ça marchera beaucoup mieux, parce que du coup, on ne regardera pas, on n'écoutera pas la personne parce qu'elle elle est porteuse effectivement de convictions personnelles. Oui, mais toi, tu es concerné. Mais plutôt de se dire que si tu n'es pas concerné par le sujet, que tu prends la défense et que tu soutiens la personne, alors ça veut dire que c'est un sujet important, il faut que je m'interroge et que je me questionne. Je vous remercie beaucoup.